les plante avec le pied. À la mode, à la mode. On les plante avec le pied. À la mode de chez nous. On les plante avec le nez. L'Europe a été peuplée de chasseurs-cueilleurs jusqu'à ce qu'une révolution s'opère il y a 12 000 ans. Le passage d'une société de chasseurs-cueilleurs à une société d'agriculteurs sédentaires est une évolution fondamentale dans l'histoire de l'humanité. L'homme a vécu de la chasse et de la cueillette pendant des millions d'années. Et voilà qu'il change subitement de mode de vie. C'est un changement bien plus radical que le passage à l'ère numérique ou à l'ère industrielle. La révolution néolithique est le tournant majeur dans l'histoire de l'humanité. Vous voyez ici des milliers de haches de pierre datant du néolithique. 3800 haches pour être exact. À quoi ont-elles servi? À déboiser pour cultiver la terre, à fendre le bois et à le travailler. Notamment pour construire des habitations complexes, car les hommes se sédentarisaient. L'homme vit de la chasse et de la cueillette durant des milliers d'années. Du fait de ce mode de vie naturel et surtout de son alimentation naturelle, il a peu de descendance puisque les femmes ne sont pas fécondes tant qu'elles allaitent. L'invention ou l'apparition de l'agriculture va entraîner un changement radical, fondamental dans l'alimentation humaine. Les céréales fournissent des glucides à profusion. Le bétail fournit la graisse et la viande. L'être humain ingérant plus de graisse, les femmes peuvent être enceintes quasiment chaque année, ce qui conduit à une explosion démographique. Quelques restes de dents ou d'os porteurs d'ADN non contaminé permettent d'établir des liens de parenté sur plusieurs milliers d'années. On a ainsi établi que les populations néolithiques d'Europe descendaient des anciens Anatoliens. Mais ce n'est pas tout. Dans une deuxième phase, on a analysé le génome des Iraniens qui peuplaient le cœur du croissant fertile et on a pu constater que la chaîne de migration s'est interrompue là, quelque part entre l'ouest de l'Anatolie et l'ouest de l'Iran, puisque les deux populations sont extrêmement différentes. On a calculé qu'elles se sont séparées il y a 50 ou 70 000 ans, autrement dit peu après la sortie d'Afrique de l'homme moderne. Les deux groupes ont participé à la grande idée du néolithique, c'est-à-dire à cette combinaison de sédentarité, d'agriculture, de construction d'habitations, etc., mais de façon très différente. À l'heure actuelle, on pense que le premier groupe est parti vers l'Europe, alors que le second a peuplé le sud de l'Asie, en particulier l'Afghanistan, l'Inde, etc. On a très peu de vestiges des chasseurs-cueilleurs. On pense qu'ils étaient sans doute assez grands et forts. La sédentarité, en revanche, n'a pas que de bons côtés. Les agriculteurs sont davantage touchés par la malnutrition. De surcroît, la promiscuité avec les animaux domestiques augmente la survenue de maladies infectieuses, transmissibles d'un organisme à l'autre. C'est une menace pour tous. Si un agriculteur rencontre un chasseur qui lui transmet une maladie, il n'a quasiment aucune chance d'en réchapper. On a l'exemple de la colonisation de l'Amérique du Sud, où il y avait assez peu de maladies de ce genre, puisqu'il y avait peu d'animaux domestiques. Après l'arrivée des Blancs, la moitié du continent a succombé à ces maladies.
On pense que le même phénomène a pu se produire au début de la néolithisation de l'Europe, il y a environ 7500 ans. Les chasseurs survivants partent vers le nord, sur la mer du Nord et la Baltique. Au fil du temps, en un millier d'années, ils vont inventer leur propre société agricole et devenir résistants aux maladies. Malgré la pénibilité des travaux agricoles et le risque accru de maladies infectieuses liées au regroupement des hommes et des bêtes sur un petit espace, la population de fermiers néolithiques augmente bien plus vite que celle de chasseurs-cueilleurs. On peut parler d'une véritable explosion démographique. Les hommes néolithiques n'étaient pas différents de nous. Ils avaient tout le confort qu'on peut trouver dans une maison moderne, à l'exception de l'eau et de l'électricité. Un foyer, un lit, des étagères. Ces petites habitations de plain pied offraient peu de prise au vent et leur toit végétal isolait du froid. Au néolithique, les hommes se définissent pour la première fois par leurs possessions matérielles. Ils se définissent par les objets qu'ils produisent en masse. Ils consacrent beaucoup de temps à cette production et ils lui accordent une signification symbolique. En d'autres termes, ils accordent à un objet une valeur fictive qui sert de base pour échanger cet objet. Partout, le néolithique a sans doute été une ère assez paisible, marquée par la construction de monuments en bois, mais surtout en pierre. Les premières traces de guerre sont postérieures. Les rapports humains changent à l'âge du bronze. Les hommes accordent davantage d'importance aux possessions matérielles et les hiérarchies sociales apparaissent. On a trouvé la trace de villages entièrement rasés par des pilleurs. À la fin du néolithique, on assiste à une forte montée de la violence. Les hommes deviennent des guerriers. Il faut savoir que les chasseurs-cueilleurs ne sont pas des guerriers. Ils ne trouvent pas la mort à la guerre. Il n'y a pas de guerre dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Il n'y a que des agressions. De nos jours, les églises, les mosquées et les synagogues ont remplacé les temples de nos ancêtres. Les hommes vivent regroupés en petites cellules familiales dans de gros villages qui sont devenus des villes. Mais l'élevage et l'agriculture sont toujours au cœur de leur alimentation. Tous ces aspects de la vie des hommes néolithiques sont présents dans nos sociétés modernes, davantage que nous ne pouvons l'imaginer. En effet, les quelques millénaires qui nous séparent d'eux ne sont rien sur le plan biologique. Intellectuellement et affectivement, l'homme n'a pas changé. En revanche, la vie quotidienne et la cohésion sociale ont beaucoup évolué. Le néolithique a marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité. Les hommes ont érigé des sépultures propres à défier le temps. Ils se sont sédentarisés et ont inventé l'agriculture et l'élevage. Ils ont été capables de coordonner leurs efforts pour réaliser des constructions monumentales. Ce sont des migrants venus du Proche-Orient qui ont apporté ces acquis civilisationnels à l'Europe. Dans ce cas précis, on peut vraiment dire en raccourci que la migration est source de civilisation. Étudier les traces du passé nous aide à mieux comprendre le présent. Explosion démographique, consommation à outrance, croissance effrénée des villes. Ces mots du XXIe siècle sont un héritage de la sédentarisation de l'homme au néolithique. Bonjour, Dominique de la Drôme, un petit village dans la Drôme, au pied du Vercors. Et donc tout heureux de cultiver la terre. Donc je travaillais sur une petite ferme donc de 40 hectares, à côté donc d'un élevage où j'élève 2000 poules pondeuses et j'essaye de cultiver tout ça au naturel.
l'expérience de travailler cette terre forme un homme, on va dire, alors un petit peu par sa rudesse, parce que le métier le veut, c'est difficile d'être agriculteur, mais à la fois c'est très élevant. La petite expérience de quelques années d'agriculture vous permet de dire que la vie est un cadeau, que la vie est cultiver la vie est un don qui s'acquiert avec beaucoup de patience, de volonté. Il faut, à mon avis, juste la simple humilité de se remettre en question souvent. L'esprit paysan, c'est, je dirais avant tout, reconnaître que ce qui est entre nos doigts est particulièrement fragile. L'esprit paysan, c'est la faculté d'accompagner le vivant. Après, on est tout petit devant. On est tout petit parce que on fait que poser la graine au fond du sillon, ou presque. Mais après, tout le reste dépend plus de nous, ou peu. S'il n'y a plus de soleil pendant 1 an, il n'y aura pas de culture. S'il n'y a plus de pluie pendant 6 mois, il n'y aura plus de culture. Et donc on est remis sans arrêt devant l'obligation de reconnaître qu'on ne mène pas ou peu le bateau. En fait, on participe à la continuité, à l'élaboration d'un produit consommable, mais qui est presque un cadeau devant nous, quoi. Un cadeau permanent. Pour ceux qui nous entourent, à la fois pour nous, mais plus pour ceux qui nous entourent. Dans le sens où la production personnelle est relativement, pour notre métier, ridicule par rapport aux quantités qu'on peut faire. Le plus intéressant, le plus réconfortant, en fait, c'est de s'apercevoir qu'on est co-acteur. Parce qu'en fait, ça pousse, qu'on dorme, qu'on travaille, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, que ce soit... ça continue à pousser. Et en fait, c'est une réalité qui est constante à nos yeux. C'est comme un bouton floral sur des arbres fruitiers. On sait, par exemple, sur le poirier, il y a 7 fleurs pour un bourgeon. Sur ces 7 fleurs, il n'y aura que 2 fleurs qui vont donner des poires. En fait, le reste, c'est que pour les yeux. Pour les abeilles, pour les yeux. Enfin, c'est magnifique, quoi. En fait, la vie nous apprend aussi, cette vie de paysan, nous apprend la volonté. La volonté dans le sens de l'effort, dans le sens où on est obligé de participer à cette comment il faut dire ça, difficulté d'enfantement de la vie. Un accouchement se fait, pour une majorité de personnes dans le monde, se fait encore dans la douleur, et ça fait partie de la vie. Et donc le métier d'agriculteur ne peut pas s'envisager sans une certaine collaboration, je dirais par une souffrance physique, peut-être morale, mais c'est une obligation pour donner la vie, et la vie qu'on cultive, la vie des plantes, la vie des animaux, implique une peine. La souffrance fait partie de la vie. Et notre société l'enlève au maximum. Il ne faut absolument pas le voir. Mais c'est pas possible. La vie est comme ça. Ça fait partie de la vie. Alors il y a un proverbe chinois qui dit qu'une feuille morte qui tombe sur un ruisseau va tout le temps à la descente. Et il n'y a que l'être vivant qui est capable de remonter. Mais c'est fort, quoi. On n'est pas fait pour suivre le courant, on est fait pour aller à l'envers du courant tout le temps.
La souffrance fait partie de l'homme. C'est un super beau métier, c'est le plus beau métier du monde. C'est le gros avantage du paysan aussi, c'est parce qu'en fait il ne fait pas tout. Et donc du coup ça favorise cet esprit que c'est pas l'indépendance qui rend heureux l'homme, c'est le fait d'être dépendant. Dépendant du plus grand, de l'origine. J'ai eu la grande chance d'avoir un père tout petit, de taille pas très grand, et dû essentiellement à l'effort. Ça c'est complètement fou, quoi. Ce que nous on a vécu, c'est de la rigolade par rapport à ce qu'ils ont vécu. Et mon père à 85 ans, il est encore sur le tracteur pour labourer. Donc il ne faut pas dire que l'effort fatigue tue, c'est pas vrai. C'est fou, quoi. La capacité de l'être humain. Et la capacité de la vie, quoi. Pareil. Par contre, on te met dans un fauteuil toute la journée, ça ne va pas durer longtemps. Et c'est le problème un peu de tout ce numérique, tous ces gens, ils sont complètement amorphes devant, quoi. Il faut concevoir que l'essentiel, je dirais, s'arrête pas à l'économique, quoi. Que tu as beau avoir un portefeuille gavé, t'en feras quoi après? Tu vas donner tes gamins, ils vont payer des impôts dessus, et puis voilà, quoi. Non, c'est un peu... Non, ce qu'il faut, c'est... Je pense qu'on a le devoir de vivre la vie. Mais de la vivre à pleines dents. Et je leur dis à mes gamins, ils n'avaient pas fini leurs études, je leur dis, je m'en fous si vous trouvez votre âme sœur, vous vous mariez, j'en ai rien à faire. L'essentiel, c'est à fond, il faut la croquer. Croquer, quoi. La vie doit se croquer. C'est que du bonheur. Il me semble que c'est... Il faut le voir comme ça. Parce que c'est vrai que quand on est sur le tracteur, quand on a le nez dans le guidon, c'est difficile. Mais il faut absolument avoir le fond des choses. C'est tellement beau de voir le but et la finalité de toute chose. Je dirais, c'est pareil pour la vie humaine. Enfin, il me semble, quoi. S'arrêter sans descendre du tracteur, c'est dommage. Nous étions plus de 2,5 milliards d'humains en 1950, presque 3,7 milliards en 1970, 6,1 milliards en 2000. Nous allons dépasser les 7,5 milliards en 2017. Et en 2050, plus de 9,7 milliards d'hommes et de femmes peupleront la planète. Alors forcément, face à une telle évolution, beaucoup s'interrogent. Comment nourrir toutes ces bouches? Depuis une cinquantaine d'années, la réponse est toujours la même. Il faut produire plus. Pour produire plus, l'agriculture s'est mécanisée, spécialisée, industrialisée. En 50 ans, notre agriculture est devenue une machine mondialisée. Et qu'importe les 15% d'émissions de CO2 dont le secteur est responsable, ou les 10 millions de tonnes de phosphore en plus chaque année dans les océans à cause de l'usage excessif d'engrais chimiques. Seuls les rendements comptent, à moins que d'autres façons de cultiver la terre soient envisageables. Cette agriculture nourricière tue la terre et ceux qui la cultivent. Étrange paradoxe. Alors quoi? Dans la fuite, on double la cadence? On reste aveuglé par le mirage d'une agriculture toujours plus robotisée, entre drones qui survolent les champs et trailleuses de vaches automatiques? Mais tout cela coûte. Alors il faut s'agrandir, produire plus. Non pas pour nourrir mieux, mais pour rentrer dans ses frais, rembourser ses crédits. Progressivement, les agriculteurs deviennent les ouvriers d'une usine agroalimentaire mondiale. Et pendant ce temps, les alternatives possibles sont mises de côté. Mais les choses changent. Une déclaration des droits des paysannes et des paysans est actuellement en négociation à l'ONU. Portée par Via Campesina, un mouvement international qui est plus vieux que l'Organisation mondiale du commerce, son but est de protéger toutes celles et ceux qui cultivent une terre à taille humaine. En France, l'association Terre de Liens lutte depuis plus de 10 ans contre l'accaparement des sols par les plus gros acteurs industriels. Elle aide les petits paysans à s'installer et développer des cultures durables. Repenser la paysannerie n'est pas un gros mot. C'est avant tout poser un regard critique sur 60 ans d'un modèle usé, de quoi séparer le bon grain de l'ivraie, avancer avec un progrès technique choisi et non subi, replacer l'agriculture au centre, car elle nous concerne toutes et tous. Il ne s'agit pas d'un retour en arrière, mais d'un nouvel horizon, nourri d'humilité.
Et vous savez d'où vient ce mot? Humilité? De humus, la terre. Moi, si je dois faire un truc, je dis juste Joyeux Noël. Il faut que je rigole. Bah, je sais pas en fait, c'est bizarre. Ça va arriver d'un coup, je vais dire Joyeux Noël. C'est bizarre. Joyeux Noël.